Nebe milila ilelema. Ile kasege nikene yena. Asawaite mulo. Mama, mama, mama. Mama, yo inije. Mama, mama, mama. Maman, yo, merci de nous avoir donné la vie. C'était les garagistes sur Africa TV. Suivez la télévision qui bouge. Balou yena telala, opa guo yena telala, opa guo yesamulo bliso walio. Ye molo awa bliso walio. Malou, faut jamais te presser. La vie c'est mollo. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Oh yeah, la vie c'est mollo. Bissoalio. Yeah, Africa TV. Oh, Bissoalio. Ça là c'est notre télévision. Oh, Bissoalio. La télé des Africains. Oh, Bissoalio. Africa TV, c'est ma TV, oh, Blisson Walio. Merci Africa TV. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Africa TV va s'élever. Ça, c'est Africa TV. Venez mirer Africa TV parce que c'est l'Afrique. Et puis, Diabra Pampan, les plus placés de langage parce qu'ils sont réels. Donc, restez dans la réalité. Africa TV, c'est la réalité. Africa TV, télévision, il y a les émissions vraies, animateurs sont vrais, techniciens sont Gigi. Nous, auditeurs, en réel, on est Gigi. Je connais quoi. Télévision, là, mais fin. Ciao. Mais télévision, ça me plaît. C'est fini. On peut Africa TV, c'est Wanegam qui est au face d'Ambo. Koro Abodi Wanegam. Comment que l'envol, on appelle ça, qui c'est que l'envol? Un coup pao. Big up. C'est-à-dire moins de visualisation, c'est-à-dire beaucoup d'images, tout ce qui est bon pour Africa TV. Je suis trop indien et je suis connecté. Vous pensez que quoi? On a au couille, il va tuer. Si j'interviens à vos intentions, Monsieur McDonald, oui, tout à fait, c'est cela, Monsieur le Président. Alors, de façon très succincte, Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions avoir quelques minutes, en l'absence du témoin, à un moment donné, aujourd'hui, quelques minutes? Nous souhaiterions donc pouvoir nous adresser aux partis et participants où nous avons une question rapide à poser. Le Président, très bien, nous le ferons juste avant la pause pour ne pas pour ne rien interrompre maintenant. Donc, nous nous interromprons 5 minutes avant la pause pour ce qui est des questions. Et vous pourrez intervenir. Je donne maintenant la parole à Maître Altit, donc qui représente la défense de Monsieur Gbagbo. Vous avez la parole, Maître. Le Président et Maître Altit, j'ai une question à vous poser ou j'ai quelque chose à vous dire. N'insistez pas comme vous l'avez fait parfois hier, lorsque vous demandez aux témoins de dire des choses que vous aimeriez entendre de sa part, à savoir des noms. Nous savons très bien ce qui sous-tend tout cela, mais parfois, au vu de ce qui est présenté, je peux comprendre tout à fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas énoncées par le témoin, mais nous comprenons. Et j'espère que vous avez compris ce que je souhaitais vous dire, Maître. Président, ok. Président, bien. Donc, nous nous comprenons. Et nous comprenons parfois, même si tout n'est pas énoncé, mais nous comprenons.
ce qui sous-tend certaines choses. Merci. Bonjour, Monsieur Mongou. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, nous allons directement continuer, si vous voulez bien. Et vous nous avez parlé du dispositif que vous avez mis en place dans tout Abidjan. Et c'est, par exemple, au transcrit français édité du 26 novembre 2017, page 53, ligne 11 à 28, page 54, ligne 1 à 28, et page 55, ligne 1 à 11. Alors, vous vous souvenez que vous nous avez donné un dispositif très complet, ça vous l'avez déjà fait, et vous aviez passé en revue, si je puis dire, tous les endroits où vous aviez installé des hommes. Ça. Vous vous souvenez de ça? C'est bien ça, Maître. Alors, ce qui m'intéresse ici, je vous le dis d'entrée de jeu, pour éviter d'avoir à revenir sur chaque point particulier, c'est d'essayer d'avoir une idée de ce que ça représentait en hommes, tout cela. Alors, il y a deux possibilités. Soit, je vous répète ce que vous avez dit, et vous nous dites à chaque fois, ça représente à peu près tant d'hommes, et on a une idée à la fin. Soit, vous en souvenez très bien, et vous faites vous-même le calcul, et vous nous le donnez. Qu'est-ce que vous préférez? Je ferai le calcul en fonction de la mise en place des dispositifs, mais je serai plus exact sur les dispositifs mis en place à la MACA et sur le dispositif mis en place au rond-point d'Abobo. Pour ces deux dispositifs, il faut compter 120 personnes au rond-point d'Abobo, 120 personnes à la MACA. Concernant les autres dispositifs qui sont mis en place dans les différents quartiers d'Abidjan, ce sont des sections, donc il faut compter 30-30. D'accord. Donc, si l'on reprend ce que vous nous disiez, Yopougon, par exemple, je crois lire, parce que ce sont des transcrits, je crois lire une section du 3e bataillon d'infanterie, c'est ça? C'est bien ça, donc c'est essentiellement au premier pont de Yopougon, une section du 3e bataillon d'infanterie, à Sipores, une section de la police, 30-30. Au niveau de la MACA, un dispositif plus concentré. On a donc deux élans. Deux élans, j'avais dit que c'était des véhicules de transport blindés sud-africains. Une section du 1er BCP, bataillon de commando parachutiste. Pardon, je vous interromps. Donc 30 personnes? 30 personnes. Une section du 1er bataillon d'infanterie. 30 personnes. 30 personnes. Une section du génie. Deux mortiers de 60. Un équipage du SECOS sur un véhicule surmonté d'une mitrailleuse. Nous avons une section de la gendarmerie en réserve d'intervention. Et l'ensemble de ces dispositifs était commandé par le chef d'escadron Koukouyon. D'accord. Donc ça, c'est Yopougon. Yopougon à la MACA. Ça, c'est l'ensemble Yopougon-Maka. Yopougon-Maka. D'accord. Overlapping. Le président, vous parlez tous les deux en même temps. Donc je disais, ça c'est l'ensemble Yopougon-Maka. C'est l'ensemble du dispositif pour Yopougon-Maka. C'est ça. C'est bien ça, maître. D'accord. Alors ensuite, alors ça c'est l'ensemble, pardon, question
pour être tout à fait clair, l'ensemble du dispositif pour Yopougon Maca durant l'ensemble de la crise. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors ensuite, Adjamé Plateau. Alors, à Adjamé Plateau, nous avons donc au pont, au premier pont, au pont de la Casse, un peloton de la gendarmerie, c'est aussi une section. Mais à la gendarmerie, ce sont des pelotons. Donc 30 hommes. 30 hommes. À la cité Fermont, une section, un peloton de la gendarmerie. Au GSPM, une section de la police. À Boribana, une section du 1er bataillon de commandement et de service. À la RAN, à la gare RAN, Régie Abidjan Niger, une section de la garde républicaine. L'ensemble de ce dispositif était donc placé sous le commandement du lieutenant-colonel Maudit de la garde républicaine, avec une section de la garde républicaine en réserve d'intervention. D'accord. Et là encore, une section de la garde républicaine, c'est toujours 30 personnes à peu près. C'est bien ça. D'accord. Donc ça, c'est Adjamé Plateau. Maintenant, Cocody. À Cocody, nous avons, au niveau de la Riviera 3, une section du BB, du 1er bataillon blindé. Au niveau du carrefour de la Vie, une section du 1er bataillon d'infanterie. Au niveau de la rue du Jardin, des élèves de l'école de gendarmerie. À Pétro-Ivoire, une section mixte de la police et de la gendarmerie. Au niveau de Saint-Jean, une section de la police. Au niveau de la RTI, nous avions donc un peloton de la gendarmerie, une section du 1er BCP, bataillon de commando parachutiste, les deux sections étant appuyées par un peloton blindé et par des bitubes de vin, du bazar. Au niveau du Golfe, donc nous avons côté Marie-Thérèse ou Boigny et côté Mputo. Microphone. Le président, microphone. Pardon, je vous interromps une seconde, mais c'est après renforcement du dispositif, c'est-à-dire le Golfe, à partir du moment où le dispositif a été renforcé, pendant le reste de la crise. C'est ça que vous nous dites? Pendant le reste de la crise. Allez-y, pardon. Alors, je mets un peu de temps pour répondre parce que, voilà, pour que nous puissions nous entendre. Donc, au niveau du Golfe, nous avons un peloton du 1er bataillon blindé. Nous avons les bitubes. Nous avons 2 mortiers, un véhicule, 2 mortiers 60, un véhicule du secours surmonté d'une 12-7, constitution identique côté Marie-Thérèse et côté Mputo. Dans les jardins du Golfe, nous avons donc un équipage du SECOP en réserve d'intervention. D'accord. Alors, pour qu'on ait une idée, un peloton blindé, je crois que vous nous l'avez dit hier, c'était, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, parce que je le dis de mémoire, mais je crois que vous nous avez dit 3 véhicules, c'est ça? Alors, au niveau donc du bataillon blindé, il faut noter qu'il y en a qui sont sur engins blindés, ce sont les blindés, et puis il y en a qui sont cavaliers portés. Ce sont des fantassins, mais qui travaillent au sein du bataillon blindé. La section qui est mise en place au niveau de la Riviera 3, j'ai dit bien peloton blindé, mais ce sont des hommes à terre, pas des engins. Donc là, on retrouve 30 personnes, 30 cavaliers du 1er bataillon blindé. D'accord. Alors, ensuite, un bitube, c'est quoi? 4-5 personnes? Alors, un bitube, oui, c'est bien ça. 4-5 personnes. D'accord. 2 mortiers, c'est quoi? 3 ou 4 servants pour chacun? 4 servants pour chacun, ça fait 8.
D'accord. Une 12-7 du Secos, c'est monté sur une Jeep, c'est ça? Sur un pick-up. C'est des véhicules de gamme civile, pick-up, avec embarqué au maximum 10 personnes. D'accord. Donc ça, c'est ça, c'est le dispositif à Marie-Thérèse. Et vous avez le même dispositif de l'autre côté, c'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors, pardon, je vous ai interrompu, vous me pardonnez. Allez-y. Je crois qu'on a fait le tour pour le golf. Et maintenant, si vous voulez bien, à Bobo. Donc, le dispositif au rond-point d'Abobo, on a la BAE sur RG12 et sur Pick-up également. On a le Baza. Pardon de vous poser cette question. Combien de personnes à peu près? Alors, au niveau de la BAE, il faut compter en gros 12 personnes par engin. 12 personnes par engin. Et il y a combien d'engins? 2 engins. Au niveau du Baza, 22 personnes sur pick-up. On a 57 éléments de la gendarmerie, du camp commando. On a 17 éléments CRS 1, 18 éléments CRS 2. Nous avions là également 2 mortiers, 60. Un engin blindé de la garde républicaine, 7 personnes transportées. Disons que l'engin même prend 10 personnes, exclut bien sûr les 3 membres d'équipage, donc ça fait 7 cavaliers transportés. Le mortier de 120, il n'est arrivé qu'à la deuxième phase de l'opération. Le mortier de 120, il faut compter 6 personnes. Il y a 6 servants. On a le GEM de la gendarmerie nationale. Là également, il faut compter 12 personnes. Donc voici en gros le dispositif qui a été mis en place au niveau du rond-point d'Abobo. Dans l'évaluation que nous avons faite, en gros, ça nous fait 120 personnes. D'accord. Alors, est-ce que tout ce que vous nous avez dit là forme la totalité du dispositif mis en place à Abidjan? C'est bien ça, maître. L'ensemble du dispositif tel que défini forme bien le dispositif d'intervention au niveau d'Abidjan, placé sous la responsabilité du général de brigade Detoleto Firmin, tant en moyens personnels qu'en moyens matériels. D'accord. Alors, on va passer à un autre point. Concernant la question qui était de déclarer ou pas à Bobo zone de guerre, vous nous avez dit lors de votre témoignage, je vais vous citer, ce sont les transcrits français du 25 septembre, page 86, qui est transcrit édité du 25 septembre, page 86, ligne 24 à 28. À la question qui vous est posée par le représentant de l'accusation. En avez-vous discuté avec le président de la République? Vous répondez, je vous cite. Alors, j'ai rendu compte au ministre de la Défense qui en a parlé au président. La réponse du président, c'était non. Et il a dit que dans ses discours, il disait souvent qu'il n'y avait plus de guerre en Côte d'Ivoire et que s'il déclarait à Bobo zone de guerre, cela allait prêter à confusion. Donc, on ne l'a pas fait. Question du représentant de l'accusation. Donc, on retient qu'Abobo n'a jamais été un ou quartier à l'intérieur. Je vais reformuler parce que la phrase n'est pas très claire sur le transcrit. Donc, on retient qu'Abobo n'a jamais été. Alors, il y a une petite formulation ici, ou quartier à l'intérieur, et vous ajoutez après
c'est plutôt le représentant de l'accusation qui dit après, ou un quartier, voilà, ça doit être ça, il doit vouloir dire, où un quartier d'Abobo n'a jamais été déclaré zone de guerre. Et vous répondez jamais. Alors il pose une autre question. Secondo, mais cette discussion, c'est avec le ministre. Et ma question, je repose ma question, juste pour être bien certain, est-ce que c'était une réponse directe ou une discussion directe avec le président ou via le ministre? Et la réponse. Et vous répondez, non, je me suis déplacé pour aller voir le ministre pour lui proposer ça. Le ministre a appelé le président, ils en ont discuté, et il a reçu la réponse du président, et il m'a ramené la réponse. Fin de citation. Donc, si je comprends bien votre témoignage, le ministre n'a pas appelé le président devant vous, c'est bien ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Donc vous ne savez pas si le ministre a appelé le président? Je sais qu'il a fait, puisqu'il m'a ramené la réponse au retour du président. Mais vous n'en avez pas été témoin de cet appel du ministre au président? Non, maître. D'accord. Alors on va passer à un point différent, très rapidement sur la question des couvre-feux. Si on a bien compris ce que vous nous avez dit, est-ce que vous avez dit, par exemple, dans la vidéo dont je donne la référence, si vos TP 0074 0063 le couvre-feu est une mesure exceptionnelle qui permet aux FDS de poursuivre leur mission de sécurisation. Alors on peut repasser, ce sera peut-être plus simple pour le dossier, un extrait de cette vidéo. Donc je répète le numéro. Si vos TP 0074 0063, le timecode 5 minutes 38 à 6 minutes 39, la référence du transcrit si vos TP 0087 0485, c'est page 0486, ligne 28 à 39. Et il s'agit d'un extrait du journal de 20 h de la RTI en date du 12 janvier 2011. Alors, est-ce qu'on peut avoir la main? Devant une telle atmosphère de quasi-insécurité et de menaces de guerre dans laquelle vivent les laborieuses populations de cette commune, des menaces d'attaque armée contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, la mesure d'urgence suivante est prise. Un couvre-feu est instauré dans toute la commune d'Abobogar et d'Agnaman à compter de ce jour, mercredi 12 janvier 2011, à partir de 19 h jusqu'au samedi 15 janvier 2011,
à 06 heures du matin. Cette mesure exceptionnelle permettra aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de poursuivre avec engagement et fermeté leur mission régalienne de sécurisation et de protection des populations. Alors, monsieur, vous avez vu l'extrait? Oui. Oui, maître. C'est une déclaration de vous-même qui porte sur l'instauration d'un couvre-feu dans la commune d'Abobogar et Anyama. Alors, ce couvre-feu, il était question qu'il soit appliqué du mercredi 12 janvier 2011 au samedi 15 janvier 2011. Et vous dites, entre autres choses, mesure d'urgence pour le qualifier et mesure exceptionnelle. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit d'autre parce que c'est très clair, c'est au transcrit. Mais ma question est la suivante. Est-ce que chaque couvre-feu répondait à une situation sécuritaire particulière? Oui, maître. Chaque coup de feu répondait à répondait donc à une situation particulière. Donc, c'était des mesures exceptionnelles, mais dans la définition que j'ai donnée du couvre-feu, j'avais dit que c'était une interdiction qui était faite à la population pendant un certain temps, généralement de nuit, pour permettre aux éléments des forces de défense et de sécurité de faire la sécurisation de la zone où le couvre-feu est décrété. D'accord. Alors, on va passer à un point différent. Bon, pour que les choses soient tout à fait claires, je reviens un instant sur ce que vous nous dites ici. Donc, le but, ce que vous nous dites, c'est que le but, c'était pour protéger, ces couvre-feux étaient pris pour protéger les populations. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Absolument, toutes les mesures que nous prenons, ce sont des mesures sécuritaires. Parce que à cette période, il y avait des tueries de nuit. Donc, nous avons voulu vraiment sécuriser la zone de manière à rassurer la population. D'accord, je crois que c'est très clair maintenant. Alors, on va passer à un point différent. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus précisément des règles d'engagement et d'abord des règles d'engagement en matière de maintien de l'ordre? Alors là-dessus, je ne serai pas précis, je ne saurais que dire, parce que je l'ai précisé ici, le maintien de l'ordre est de la compétence de la police, de la gendarmerie. Nous, on ne s'y connaît pas dans l'armée. D'accord. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les règles d'engagement en cas de légitime défense? Alors, en cas de légitime défense, il faut dire que la légitime défense, c'est bien par la légitime défense que toutes les armées du monde justifient leur action. Il y a un certain nombre de conditions. La toute première condition, il faut une agression. Ensuite, il faut une riposte. Et que la riposte... Président, excusez-moi. Est-ce que nous pourrions peut-être passer à autre chose? Bon, le droit nous explique quelles sont les règles d'engagement. Bon, si elles étaient différentes en Côte d'Ivoire, je comprendrais, mais je ne pense pas qu'elles soient si différentes que cela en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. Vous êtes dans une position unique, puisqu'il était le responsable de l'armée. Je cherche à savoir, quelles étaient les règles, pour savoir si ces règles ont été appliquées, parce que c'est bien en partie le cas du procureur. Non.
Le président, non, 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 non. S'il vous plaît, demandez si les règles sont différentes par rapport aux autres régions du monde. Si tel n'est pas le cas, nous devrions les connaître. Et s'il y a des caractéristiques du fait de la crise, d'accord. Mais nous n'allons pas avoir un cours sur les règles d'engagement de façon générale. Iura novit curia, we say in Latin. Nulla novit curia, dit-on en latin. Bon. Alors, vous voyez le problème, hein, monsieur le témoin, vous voyez le problème. C'est-à-dire que cette Chambre a déjà entendu un certain nombre de témoins qui parlaient des règles d'engagement. Donc, dans un souci d'économie de temps, il n'est pas indispensable, c'est la position du président, que vous répétiez ces règles, le détail de ces règles. Alors, je vais vous poser la question autrement. À votre connaissance, ou plutôt, comment faisiez-vous pour être sûr que ces règles s'appliquaient sur le terrain au cours des opérations? C'est généralement dans les comptes rendus. Parce que quand nous élaborons un ordre d'opération, il y a toujours des conduites que nous donnons à nos éléments en ce qui concerne la règle d'engagement. Alors, dans l'armée, on dit conduite à tenir en cas de progression. Si vous, c'est comme ça que c'est dit dans l'armée, le thème que nous utilisons, si vous bénéficiez de la surprise ennemie, c'est-à-dire si vous êtes les premiers à voir l'ennemi, vous postez, me rendre compte. Donc, vous voyez que là, l'initiative de feu ne nous revient pas. On voit l'ennemi, on rend compte au chef. Et le chef donne la conduite à tenir. Si en cours de progression, c'est l'ennemi qui vous voit et qui vous tire dessus, ripostez, vous postez, me rendre compte. Donc, dans les deux cas, nous n'avons pas l'initiative de feu. Nous ne tirons pas les premiers. Il faut qu'on nous tire dessus. Et une fois qu'on nous a tiré dessus, on riposte, on rend compte et on reçoit la conduite à tenir. D'accord. Donc ça, c'était, si je puis dire, une politique de vos troupes pendant toute la crise. C'est ça une politique que vous appliquiez à vos troupes et qu'elles appliquaient à leur tour sur le terrain pendant toute la crise. C'est ce que vous nous dites? C'est bien ça. L'objectif essentiel, était d'avoir la discipline de feu. Il faut qu'il y ait une discipline, on ne tire pas n'importe comment. D'accord. Alors, vous nous avez dit, le 25 septembre dernier, ce sont les transcrits français édités, page 74, lignes 18 à 26, à une question du représentant de l'accusation, que je vais citer. Selon les lois applicables à l'époque en Côte d'Ivoire, durant la crise post-électorale, avant l'utilisation d'un mortier de 120 mm, est-ce que cela nécessitait une autorisation, l'utilisation d'un mortier de 120 mm? À cette question, vous répondez, je cite, on avait déjà l'autorisation, on agissait dans le cadre d'une réquisition. Donc on avait l'autorisation, on avait l'autorisation. Dès l'instant où l'armée est requise, l'armée vient avec tous ses moyens. Quand vous enlevez les RPG, vous enlevez les mortiers, vous enlevez les chars, vous enlevez les avions, vous n'avez plus affaire à une armée, mais ce qui reste s'apparente à une force de première catégorie. Fin de citation. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites là,
La question étant celle du mortier de 120 mm, vous avez bien fait attention à ce que je vous disais. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, la possibilité d'utilisation des armes de guerre, quelle qu'elle soit, était implicite dans la réquisition. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? L'utilisation des armes de guerre dans une localité. Dans une localité, oui, parce que la localité est généralement du domaine de la police et de la gendarmerie. Donc, quand une armée est requise, c'est que celui qui requiert l'armée a vu la nécessité de l'intervention de l'armée dans la localité. Et cela implique l'utilisation des armes dont dispose l'armée. Donc je vais vous poser la question un tout petit peu différemment, mais pour que ce soit très clair. Vous n'avez donc, si je comprends ce que vous me dites là, jamais eu de délégation particulière pour l'utilisation de telle ou telle arme spécifique. Vous comprenez ma question? Non, maître. D'accord. Alors, très rapidement, parce que c'est un sujet que vous avez abordé, mais pour que ce soit clair et synthétique, si je puis dire, est-ce que vous pouvez nous décrire la chaîne de sanctions disciplinaires au sein de l'armée? Donc, nous avons les consignes, nous avons les jours de prison d'arrêt, la punition est donc faite jusqu'au grade de caporal. Vous pouvez punir, hein. Le caporal peut punir le soldat, ça peut être des consignes. Au niveau des chefs de section, des jours d'arrêt, hein, des jours de prison pour les soldats, des jours d'arrêt pour les officiers. Et une fois que vous punissez, vous faites monter la punition à l'échelon supérieur pour appréciation. Si la première autorité qui inflige la punition estime que la punition est suffisante, elle transmet la punition à titre de compte-rendu. Parce que la punition, une fois que l'élément est puni, ça doit être dans le dossier pour qu'on puisse suivre cet élément. Si l'autorité qui punit estime que la punition n'est pas suffisante, elle transmet alors la punition avec DAS, demande d'augmentation sévère. En ce moment, ça va à l'échelon supérieur et le chef qui apprécie inflige la punition. Si à son niveau, lui, il estime que ce qu'il a donné comme taux de punition est satisfaisant, il peut arrêter la punition à son niveau, mais il transmet quand même la punition pour que ça soit au dossier. Donc, si vous demandez une augmentation sévère en fonction de la faute commise par l'intéressé, ça monte jusqu'au général et ça peut aller jusqu'au ministre, voire même jusqu'au président de la République, pour certaines punitions assez graves. Où se trouvent les règles de sanctions disciplinaires? Alors, ces règles, nous les avons dans le bouquin de discipline générale. À chaque autorité est appliqué un taux. Ça peut aller jusqu'à 30 jours de punition. Les punitions les plus graves peuvent même, on peut même demander un passage de l'intéressé en conseil de discipline pour être radié, par exemple. Il peut passer en conseil de discipline. Et si le conseil de discipline donne son accord, pour les punitions les plus graves, l'élément peut être radié de l'armée. D'accord. Le président, c'est également une leçon d'ordre général sur les mesures disciplinaires. Alors, Monsieur le Président, oui, c'est une question importante. Le procureur n'a jamais donné le moindre élément sur cette question, alors qu'il en a fait mention très fréquemment de la question de la sanction
Et donc, il est important que nous puissions préciser les choses, non seulement pour nous, mais pour le bénéfice de l'ensemble des partis et de la Chambre. Alors, monsieur. Yes. Le président, oui. Toutefois, le règlement aurait suffi, le document. Mais poursuivez. Le pouvoir d'engager des poursuites devant le tribunal militaire. Le pouvoir d'engager les poursuites devant le tribunal militaire est du ressort du ministre de la Défense. D'accord. Le commissaire devant le tribunal militaire ne peut pas se saisir lui-même d'un certain nombre de cas? Bien sûr que le commissaire du gouvernement, dans certaines situations, peut s'y saisir de certains cas. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. Alors, vous nous avez dit que lors de l'opération du 24 février à Bobo, c'est le général Palasset, commandant la force Ticorne, qui vous avait parlé de l'utilisation de mortiers de 60 mm. Vous vous souvenez de ça? Je voudrais appeler votre attention sur le fait que le 24, il n'y a pas eu d'opération. Nous avons commencé la première opération le 23. Le 24, nous avions été convoqués au palais de la présidence pour une mise au point, faire un compte rendu au président de la République. Et nous avons repris la deuxième phase de l'opération le 25 février. D'accord. Alors, pour que les choses soient claires, je vais vous reposer la question autrement. Vous nous avez dit, en réponse à une question du représentant d'accusation, que le général Palasset vous avait informé lors de l'offensive sur Abobo de l'utilisation, d'après lui, de mortiers de 60. Quand, à quelle occasion était-ce et quand était-ce? Quel jour? Donc, cette information a été donnée à la première offensive, le 24 février, l'utilisation des mortiers de 60. D'accord. Alors, je vais vous poser une question simple. Hein. D'une certaine manière, la date n'est pas... D'où, à votre connaissance, le général Palasset savait-il cela? Bon, je ne lui ai pas demandé, mais les forces impartiales vont souvent à Bobo. Alors, on passe à un autre thème. Vous nous avez expliqué en audience, page 28, ligne 19 à 28, en audience du 25 septembre. Ce sont les transcrits français édités du 25 septembre, page 28, ligne 19 à 28. Et je cite, à une question du représentant de l'accusation. Alors, j'aimerais revenir sur la question des rencontres avec le président Gbagbo, tel qu'il était alors. Mais je veux changer la période et je veux maintenant nous situer dans le temps entre le 1er
octobre 2010 est le jour du deuxième tour des élections, soit le 28 novembre, donc ce qu'on peut appeler la période électorale. Étiez-vous en contact avec M. Gbagbo? Ça, c'est la question. Vous répondez, je cite, « Oui, oui, j'étais en contact avec le président Gbagbo. » Question. Était-ce toujours de la même manière, par voie de téléphone et en personne? Vous répondez, je cite, « Par les deux moyens, voie de personne, rencontre personnelle et par voie de téléphone. » Alors, je voudrais vous demander une précision, à fin de citation. Je voudrais vous demander une précision concernant ce que vous avez dit. Combien de fois avez-vous rencontré le président Gbagbo pendant cette période, c'est-à-dire, je reprends le cadre temporel du représentant d'accusation, entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles? Maître, la question m'a été déjà posée. J'ai dit que je serais plus précis pour les rencontres au niveau du palais, parce qu'il y en a eu moins. Je les ai définis avec des dates bien précises, des heures bien précises. Mais les rencontres au niveau de la résidence, il y en a tellement eu que je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois. Le président, c'est bien le président de la République, le chef suprême de l'armée. Et vous savez que quand il y a une situation de crise, très souvent, le chef de l'état-major est appelé par le président. Et c'est souvent que c'est au téléphone ou bien en personne à la résidence. Mais je ne saurais vous définir le nombre de fois. D'accord. Mais je repose ma question. Vous nous avez donné en effet des dates pendant votre témoignage. Mais des dates sur toute la période de la crise. Et moi, ma question, elle est plus précise. Entre les deux tours des élections, si vous en souvenez, bien sûr, combien de fois avez-vous vu le président Gbagbo, présidence ou résidence? Alors, à la présidence, j'ai bien donné des dates. Je l'ai rencontré le 11 mars, à 16h, aux environs de 16h30 et 17h. Je l'ai rencontré le 24 février, aux environs de 16h30, pour le compte-rendu relatif donc à notre première offensive sur Abobo. Je l'ai rencontré le 10 décembre, aux environs de 13h30, sur la situation dont je vous avais rendu compte hier. Voici les rencontres que nous avons pu avoir au niveau du palais présidentiel. Par contre, au niveau de la résidence, très souvent, nous avons été convoqués. J'ai encore en mémoire le compte-rendu que nous lui avons fait le 5 janvier 2011, sur la situation générale qui prévalait dans tout Abidjan, et le décret de réquisition qui nous avait été remis à cette date. Sinon, on a eu pas mal de rencontres au niveau de la résidence. Là, je ne saurais pas vous définir le nombre exact. D'accord. Alors, ça c'est pour l'ensemble de la crise, n'est-ce pas? C'est bien ça. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué aussi que quand vous vouliez parler au président par téléphone, vous appeliez son téléphone fixe. Ma question, est-ce qu'il arrivait que vous l'appeliez et que vous ne puissiez pas lui parler? Oui, mais il m'est arrivé d'appeler et puis je n'ai pas pu avoir le président. Mais quand j'appelle, je passe toujours par le standard de la résidence.
Et j'ai souvent le président. Je connais bien ses heures. Je connais bien ses heures, donc j'évite d'appeler avant 10 heures. À partir de 11h30, midi et au-delà, on peut avoir le président. Mais en deçà, on ne peut pas. Voilà. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de plusieurs réunions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulaient ces réunions, en règle générale? C'est-à-dire, avec qui vous arriviez, qui ouvrait la réunion, qui prenait la parole, et éventuellement, si le président disait quelque chose ou pas. Qu'on ait une idée de la façon dont ça se passait. Donc, généralement, les convocations sont faites par le président de la République. Quand il veut voir tous les commandants des forces, il me demande de les convoquer avec une heure bien précise. Nous arrivons à 7 heures et le président nous reçoit. Il faut dire qu'il est très jovial, hein, le président. Donc, avant la réunion, il nous raconte de petites blagues pour faire rire, pour détendre un peu l'atmosphère. Et puis ensuite, il me passe la parole pour me demander de lui faire le point de la situation. Et je lui fais le point de la situation. Généralement, ceux qui m'accompagnent, ce sont les commandants des forces. Donc, il y a le commandant des forces terrestres, le commandant des forces aériennes, le commandant de la marine nationale, il y a le directeur général de la police, le général commandant de la gendarmerie nationale, le général Gabi Point, souvent Doboye associé. Il a également son chef de sécurité, le colonel-major Aouma. Et il y a son chef d'état-major particulier, le général Touvoli. Et nous lui faisons le point de situation de la situation qui prévaut. Donc à l'issue, s'il a des directives à donner, il nous les donne. S'il n'a pas de directives, c'est souvent des mots d'encouragement. Donc voilà comment ça se passe. Il est ouvert. It's on only now. Le président, il est ouvert maintenant. Monsieur Mangou. Alors, que disais-je? Ah oui. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que ces réunions, lors de ces réunions, le président pouvait, ou pas, donner ce que vous appelez, vous, des instructions, mais il arrivait qu'il ne donne pas d'instructions. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Si c'est un compte-rendu qui ne nécessite pas qu'il donne d'instruction, il n'en donne pas. Je prends l'exemple de la réunion que nous avons eue, par exemple, le 24 février, où nous lui avons fait un point de situation relatif à la première offensive que nous avons menée sur Bobo, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Là, il nous a donné une instruction, il nous a demandé de libérer l'axe Maka à Bangoro. Donc, ce n'est pas toujours qu'il le donne, mais quand ça nécessite, il nous donne des instructions. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion où il ne vous aurait pas donné d'instructions, par exemple? Oui, je me souviens d'une réunion où il n'a pas donné d'instructions. Où nous lui avons fait, par exemple, le point sur la situation concernant la sécurisation du processus électoral, à l'issue donc d'une réunion que nous avons eue au sein du centre de commandement intégré, où nous avons travaillé avec les autres forces pour arrêter un plan commun de sécurisation du processus. Quand nous lui avons fait le compte rendu, il n'a pas eu d'instruction.
D'accord. Et si je comprends bien, vos réunions, ou l'objectif des réunions auxquelles vous participiez, c'était que vous fassiez un compte-rendu de la situation. C'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Pour que les choses soient claires aussi, si j'ai compris ce que vous disiez, c'est vous qui preniez la parole en tant que responsable et qui faisiez le compte-rendu. Est-ce que c'est ça? En tant que chef d'état-major, c'est moi qui prends la parole pour lui faire le compte-rendu de la situation qui prévaut. D'accord. Est-ce que vous discutiez avant la réunion, entre vous, les généraux, les responsables de la sécurité, vous discutiez entre vous pour savoir comment vous alliez parler de tel ou tel point, ou pour vous organiser? Est-ce que ça se passait comme ça ou pas du tout? Alors, entre nous, les généraux, le problème ne se pose pas. Nous, à notre niveau, on avait le point quotidien qu'on faisait. Donc, on avait toujours ces points en tête. Et quand ils nous appelaient, quelquefois même, quand ils nous appellent, déjà nous-mêmes, sans qu'ils ne définissent le sujet, les raisons de l'appel, nous-mêmes, on essaie de voir. On voit déjà la situation, on a tous les points avant de partir. Quand un chef vous appelle, vous devez être prêt à répondre à toutes les questions. Donc, à notre propre niveau, on revoit tous ces points avant de nous présenter devant le président. Donc vous dites que de toute manière, vous vous parliez, puisque vous aviez ce point quotidien, et pour que les choses soient claires, vous vous parliez entre généraux, puisque vous aviez ce point quotidien, et pour que les choses soient claires, ce point se faisait-il à l'état-major? Oui, je vous avais rendu compte ici de ce que pendant la période de crise, tous les matins à 8h, 8h30 par là, nous, on avait un point de situation. Et tous les soirs à 18h, avant de se séparer, on avait également un point de situation. Mais en dehors de ces réunions, il faut noter que mon CO, c'est-à-dire le CPCO, le Centre de coordination et de planification des élections, pardon, des opérations, avait toujours un point de situation. Faisait une mise en jour quotidienne du point de situation. De sorte que quand on demande au chef d'état-major, mais quelle est la situation qui prévaut, qu'il puisse en faire un compte rendu. D'accord. Alors, quand vous faisiez votre compte rendu au président, à l'occasion de ces réunions, est-ce que vous exprimiez le point de vue de tous les généraux, ou votre point de vue personnel? Alors, dans l'armée, le principe, c'est qu'on parle tous d'une même voix. C'est le chef qui prend la parole et qui parle. À notre réunion, il peut y avoir des avis divergents. Chacun peut donner son avis sur une question. Mais une fois qu'on est devant le président de la République, les deux doivent se taire et c'est moi qui prends la parole. Parce que parler après moi, c'est preuve d'indiscipline. Ça, c'est un principe dans l'armée et les gens doivent respecter ça. D'accord. Et le président vous écoutait? Oui, le président était très attentif à ce qu'on lui disait. D'accord. Alors, donc, est-il juste de dire que lorsque vous faisiez ce compte-rendu, c'était un compte-rendu qui était en quelque sorte la voix des généraux? Yeah, but this is, he has said... Le président. Mais il l'a dit, c'est clair. Quand vous dites pour être clair, vous essayez de préciser des choses qui sont déjà claires. Franchement. Et par le bureau du procureur, ce sont les réunions qui font partie du mode de responsabilité visé par le procureur. Donc nous devons comprendre, c'est fondamental, comment se passaient habituellement les réunions. Et je pose des questions, je vais y venir, vous allez voir,
le pourquoi de la question. Le président, j'ai bien compris que vous vouliez savoir comment se sont déroulées les réunions, mais nous ne pouvons pas comprendre plus que ceci, puisque tout a été dit, et vous continuez. Et vous dites pour être clair, et pour être clair comme de l'eau de roche, et pour être encore plus clair. Mais tout est clair. Parce que je pense que le témoin répond justement de façon très claire aux questions. Donc point n'est besoin de continuer. Autrement. Si j'ai bien compris pendant ces réunions, il arrivait que le président ne donne pas d'instructions, ce que vous nous avez dit, et il arrivait aussi qu'il donne des instructions. Et vous avez pris comme exemple la réunion du 24 février, où il a donné une instruction générale, disons, reprendre tel axe. Alors, ma question est la suivante. Si je comprends bien, lors de ces réunions, à part d'éventuelles instructions générales, il n'y avait pas de véritable prise de décision opérationnelle. Est-ce que c'est exact? Vous voulez dire de la part du président? Oui, et en général, si je comprends ce que vous avez dit, et j'essaie de comprendre ce qui se passait dans ces réunions, et pour aller vite sur les instructions du président, je vous pose la question comme ça, il n'y avait pas de vraie discussion. Objection. Monsieur McDonald, objection, objection. Le président, oui, monsieur le procureur. Monsieur McDonald, je pense que la question devrait être formulée de façon très claire. Elle devrait être posée de façon très claire aux témoins. Le président, excusez-moi, la question est comme suit. Est-ce que le président vous a jamais donné des instructions, des consignes opérationnelles, oui ou non? Oui, monsieur le président. Quand nous lui faisons un compte rendu, c'est un compte rendu opérationnel. Et quand il nous donne une instruction, c'est une instruction qui va dans le sens opérationnel. Le thème de libérer, c'est une mission. Parce que dans l'armée, une mission s'exprime toujours par un verbe à l'infinitif. Donc, libérer, l'axe, c'est une mission. Can you give us Le président, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Oui, monsieur le président. Donc, il y a le thème de libérer. La mission, l'autre mission qui nous donne, faites en sorte que les soldats ne sortent pas. Moi, j'ai traduit ça en termes opérationnels. Je suis militaire. Et la meilleure manière pour que les gens ne sortent pas, c'est de mettre des postes de contrôle. Donc, c'est des missions. C'est-à-dire que quand moi, je lui fais le compte rendu et qu'il me répond, moi, j'ai traduit ça en actes opérationnels qui sont souvent des missions pour moi. Merci, monsieur le président. Alors, à propos de la réunion du 24 février 2011, vous nous avez dit lors de votre témoignage, transcrit français édité du 26 septembre 2017, page 62, ligne 1 à 7. Et je cite, « On s'est laissé avant la pause déjeuner », ah ça c'est le représentant du procureur qui dit ça, « On s'est laissé avant la pause déjeuner au 24 février, lors d'une rencontre entre les généraux et le président, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Que se passe-t-il? Comment se termine la rencontre, le meeting? Vous répondez, je cite,
Donc, à l'issue de cette rencontre, le président nous confie une nouvelle mission, c'est de libérer l'axe, Maka à Ben-Gourou, parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre la circulation des personnes du sud vers l'est, vice-versa, et la circulation des produits également du sud vers l'est. Alors à propos de cette réunion du 24 février, fin de citation. À propos de cette réunion du 24 février, le procureur vous a lu une partie de votre déclaration antérieure de 2013, que j'aimerais relire en continuant un tout petit peu la lecture. C'est la déclaration antérieure du témoin 0051 1045, page 1064, ligne 678, à page 1065, ligne 699. Alors, je vais citer à partir de la ligne 678. Personne entendu, c'est-à-dire vous. Et ce jour-là, j'avais une carte d'Abobo. Intervieweur, personne entendu. Et nous avons déployé la carte. Intervieweur, oui. Personne entendu. Au mur, et nous lui avons rendu, nous l'avons informé. Nous avons donc fait le compte-rendu des actions que nous avons menées et des difficultés rencontrées sur le terrain. Intervieweur 1, d'accord. Et c'était quoi la réponse du président? Personne entendu. Alors que vous soyez informé déjà sur les actions qu'on a menées. Intervieweur 1, personne entendu. Les actions que nous avons menées, c'était l'offensive et que nous avons engagée au niveau de PK18 et puis de N-Dautré. Nous étant aperçus qu'il nous était difficile, parce qu'on nous tirait dessus, de riposter, parce que la population était en place, nous avons donc replié. Et quand nous avons replié, il nous a demandé de tout faire pour libérer l'axe à Ben-Gourou Maka, c'est-à-dire l'axe qui passe par N-Dautré. Intervieweur 1, d'accord. Intervieweur 2, à côté de la forêt du Banco. Personne entendu, c'est bien ça. Intervieweur 1, d'accord. Donc, est-ce qu'il a précisé ce qu'il voulait dire par tout faire? Il est noté pour tout faire. Personne entendu, oui, il a précisé. Il a dit de faire en sorte que la voie soit libre pour permettre aux gens qui sont à Ben-Gourou de circuler, de venir à Abidjan, et ceux qui sont à Abidjan de remonter également vers Ben-Gourou. Fin de citation. Donc ma question, le président a exprimé le souhait de voir reprendre l'axe. Ça c'est clair tout dans ce que vous dites. Mais là, il n'y a pas eu de discussion opérationnelle, si l'on vous comprend bien, n'est-ce pas? Opérationnel, ça veut dire les détails de l'opération. Là, il donne une instruction générale. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a eu une discussion sur des détails? Alors, pardon. Maître, il n'appartient pas au président de définir les détails. Le président me dit tout simplement de libérer. Moi qui suis militaire, les détails, c'est à mon niveau. Même, vous voyez, au niveau du chef d'état-major des armées. Moi, à mon niveau, quand j'appelle le général d'Eto et que je lui dis
reconnaître l'axe Maka-Indautré, je ne lui donne aucun détail. Si Deto veut passer par le plateau, hein, il veut passer par le plateau pour aller à Yopougon avant de commencer Sariko, moi, l'essentiel, que la mission soit remplie. Je ne lui donne pas de détails. Parce que si je lui donne des détails, qu'il arrive sur le terrain et qu'il est confronté à des difficultés, il va me dire, mais c'est vous qui m'avez donné les détails, là, je ne réussis plus. Donc, le président, à ce niveau, ne donne pas de détails. Lui, il me dit, libérez l'acte. Maintenant, à moi de voir si je vais aller commencer par Bangourou pour libérer, ça, c'est mon problème. Si je veux partir par la Maka, ça, c'est mon problème. Mais les détails de l'opération me reviennent. Et moi, quand je donne des instructions à Deto, je n'entre pas dans les détails des opérations. Les détails des opérations reviennent à Deto. Tout comme Deto, quand il donne des instructions à ses enfants, on les appelle les enfants, ceux qui travaillent généralement sur le terrain avec nous, le détail de l'opération, c'est à leur niveau. On n'intervient pas là-dedans. D'accord. Alors, où se trouve Abengourou? Alors, Abangourou, c'est, disons, à l'est de la Côte d'Ivoire, hein, légèrement, oui. Après Azopé, vous avez Abangourou, c'est un peu à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la zone est, partie est. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne ce qu'est cet axe, est-ce que cet axe traverse des zones cacaotières? Oui. Donc, quand vous partez de la Maka, vous avez Abobo que vous dépassez. Avec le carrefour de Ndotré, vous dépassez Agnama. Après Agnama, vous partez en direction d'Azopé. Après Azopé, vous avez un certain nombre de localités avant Abangourou. Est-ce que c'était la période de la récolte du cacao? Non, ce n'est pas la période de la récolte du cacao, mais il faut noter que c'est une zone de production. Donc, très souvent, les produits vivriers y descendent, de même que les produits agricoles, parce que c'est une grande zone de cacao. Et puis, il y a aussi le fait que cet axe peut mener directement à la frontière du Ghana. Donc, c'est un axe important, effectivement. Indautré étant coupé, ce qui veut dire que tous ceux qui sont à Zopé jusqu'à Bangourou et même au-delà ne peuvent pas descendre. Donc, est-ce que c'est parce que cet axe est un axe important, comme vous l'avez dit, concernant le transport du cacao et d'autres biens, vous l'avez dit, que le président a demandé qu'il soit libéré? C'est bien ça. C'est même la principale voie qui mène à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est la voie principale. Si vous ne voulez pas faire le détour à partir de, je crois, Bokanda, non pas Bokanda, de Daoukro et autres, pour revenir sur Yamsokro, vous êtes obligé d'emprunter cette voie. C'est une voie très importante. D'accord. Alors, je vous demande une seconde.
Alors, monsieur, on va passer à un autre point. Vous nous avez parlé des communiqués du service de presse de l'armée. Alors, je vais vous lire très rapidement un petit extrait sur ce point précis. C'est dans les transcrits français édités de l'audience du 25 septembre 2017, page 76, ligne 12 à 28, à page 77, ligne 1 à 4. Et à une question du représentant de l'accusation, je cite. J'aimerais juste poursuivre et vous poser maintenant des questions sur le porte-parole des forces de défense et de sécurité. Alors, on sait que le porte-parole était, parce qu'on l'a vu, le colonel, le feu colonel Babri Hilaire. Alors, expliquez-nous un peu son rôle en tant que porte-parole, comment ça s'articulait, comment on en arrivait à l'émission de communiqué, quel était le processus, et ainsi de suite. Et vous répondez, je cite, alors, Hilaire jouait le même rôle que joue le porte-parole de la CPI. Vous avez un porte-parole, ici, qui, chaque fois, informe les gens de ce qui se passe, des dispositions qui sont prises, de ce qui va être fait. Au niveau d'état-major, c'est pareil. Donc, quand il y a un problème pour lequel le chef d'état-major doit s'exprimer, il envoie le porte-parole s'exprimer. Il y a eu plusieurs déclarations qu'il a faites. Tout est fonction de la situation du moment. Quand la situation du moment demande qu'il fasse une déclaration, ben, je l'appelle, je fais le compte-rendu au ministre de la situation qui prévaut. Quelquefois, le ministre de la Défense me dit « Ok, faites un communiqué ». Et j'appelle le porte-parole pour dire « Faites un communiqué ». Et nous rendons compte au président Laurent Gbagbo. Quelquefois, quand il y a un communiqué à faire, le président lui-même demande qu'on lui lise le passage. On lui lit le passage. Quand tout le monde est d'accord, on fait le communiqué. Mais c'est souvent aussi que nous-mêmes, au vu de certaines situations, nous faisons le communiqué et nous rendons compte aux autorités. Fin de citation. J'ai tout cité pour que les choses soient... que tout ce que vous avez dit d'important soit là, parce que je voudrais comprendre. Si l'on reprend la fin du passage, c'est souvent aussi que nous-mêmes, au vu de certaines situations, nous faisons le communiqué et nous rendons compte aux autorités. Alors, première question, est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a des communiqués que vous avez faits, vous, l'armée, sans demander d'autorisation à quiconque, puis ensuite, vous rendez compte aux autorités? Tous les communiqués l'ont été avec l'accord du ministre de la Défense. Tous les communiqués. Avec le président de la République, un compte rendu lui est fait. J'ai précisé ici que c'est une ou deux fois seulement que le président a demandé qu'on lui lise une partie du communiqué. C'est moi qui l'ai fait au téléphone, j'ai lu, il a dit ok, c'est bon. Sinon, les communiqués sont faits après accord du ministre de la Défense. Bon ben c'est bon, on a tout. Voilà. Et ce communiqué que vous soumettez au ministre de la Défense, qui en rédige le premier jet? Le premier jet est toujours rédigé par le colonel Babri Hilaire. Et ensuite, il vous le soumet, c'est ça? Ensuite, il me le soumet. Je le soumets au ministre. D'accord. Alors, on passe à autre chose. Vous nous avez dit lors de votre témoignage, c'est au transcrit français du 25 septembre, page 48, ligne 5, transcrit français, pardon, édité du 25 septembre, page 48, ligne 5 à 7. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, et je cite, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous étions pratiquement passés
partis les mains nues sur la ligne de front. Fin de citation. Alors, première question, quand vous dites quand la Côte d'Ivoire a été attaquée par qui? Donc la Côte d'Ivoire a été attaquée par les ex-forces rebelles. Et là, on parle de quand? On parle de la période de septembre 2002. D'accord. D'où venaient les attaquants? Alors, d'où venaient les attaquants? Il faut dire que lors de la première attaque, on ne savait d'où ils venaient. Parce que ça a été une tentative de coup d'État qui s'est muée ensuite en rébellion. Lorsqu'ils avaient attaqué la RTI, les forces de défense et de sécurité ont réussi à les repousser jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, ces forces se sont installées et on a commencé le combat avec elles. À l'époque, qui étaient les chefs des rebelles? Alors, ce que je peux vous dire, ils avaient un chef d'état-major, c'était le général Bakayoko. C'est le seul nom que vous connaissez? Dites-nous si vous avez... Je vous vois faire la moue. Non, je ne fais pas la moue. Alors, juste pour dire, moi, en tant que militaire, mon interlocuteur, c'est le militaire que j'ai en face de moi. Hein. C'est celui que je voyais. Oui, mais je ne vous ai pas demandé qui était votre interlocuteur, je vous ai demandé qui étaient les chefs des rebelles. C'est bien à cette question que je réponds. Bon. À votre connaissance, à cette époque-là, les rebelles ont-ils commis, cette époque-là, c'est-à-dire qu'on soit clair, 2002, les semaines qui suivent l'attaque de 2002, les rebelles ont-ils commis des exactions contre les populations? Oui, il y a eu beaucoup d'exactions commises, notamment au niveau de Boaké. Nous avons eu nos frères d'armes, des gendarmes qui ont été égorgés. Alors, vous avez dit, au transcrit français édité du 25 septembre 2017, page 79, lignes 18 à 25, répondant à une question du représentant de l'accusation, concernant l'instruction. Je cite, « Non, durant la crise post-électorale, il faut dire que, compte tenu du fait que les éléments étaient déployés sur les terrains et à Yamoussoukro et à Abidjan, on n'a pas eu le temps de se retrouver dans les casernes pour faire cette instruction. Mais elle a été faite bien avant la survenue des différents événements, parce qu'il faut noter que depuis 2002, nos hommes sont restés sur le terrain jusqu'à la fin de la crise post-électorale. Et là-dessus, vraiment, je voudrais leur rendre un hommage particulier, parce que ça a été dur, mais ils sont restés là. Ils sont restés, et donc on n'a pas eu le temps de faire l'instruction, voilà. Fin de citation. Alors, de cette phrase que vous dites, il faut noter que depuis 2002, nos hommes sont restés sur le terrain jusqu'à la fin de la crise post-électorale. Est-ce que vous voulez dire que la crise de 2010 est la continuation des attaques de 2002? Non, c'est pas ce que je voulais dire.
C'est pas ce que je voulais dire. Alors, si vous voulez, je vous reprends entièrement cette partie. Effectivement, quand nous avons été attaqués, nous sommes partis sur la ligne de front, les mains nues. Les mains nues parce que, j'ai eu à le souligner ici, la Côte d'Ivoire venait de connaître plusieurs mutineries, un coup d'État, les armes étaient parties, nos véhicules étaient sur cale, les unités désorganisées quand nous sommes allés sur la ligne de front. Nous n'avions pas d'armes, je l'ai précisé ici, nous n'avions pas de munitions. Je me rappelle très bien que lorsque j'avais donné les premières instructions pour que nos éléments fassent mouvement sur Thiébissou, vous allez être surpris, mais c'est dans des véhicules de gamme civile qu'on appelle Abidjan Baka qu'ils ont embarqué, qui ne démarraient pas. Nos éléments ont refusé d'embarquer. J'ai dû effectuer le déplacement de Yamsokro jusqu'à Thiébissou pour les convaincre d'embarquer. Aujourd'hui, le commandant Kwame Germain, s'il suit cette audience, et ces hommes qui étaient à Thiébissou peuvent s'en rappeler. Nos hommes ont combattu dans la faim. Et c'est pour ça que je leur rendais hommage, pour ce qu'ils ont fait pour le pays, pour leur détermination, pour leur disponibilité, pour leur esprit de patriotisme. Ils ont combattu dans la faim. Parce que pour une armée digne, lorsque vos hommes sont en train de faire mouvement vers la zone de déploiement, vous avez, en partant d'Abidjan, déjà une roulante qui est en train de faire la cuisine, de telle sorte que quand vous arrivez à Thiébissou, les hommes prennent leur repas avant d'aller dans la zone de déploiement. Mais nos hommes avaient de l'argent sur eux, ils arrivaient dans des localités désertes, ils ne pouvaient pas manger. Donc c'est vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. De plus, les véhicules et autres qui ont été mis à leur disposition, les achats l'ont été par des civils qui ont cru devoir prendre une arme sans sa munition, une munition sans son arme. Les engins, c'était des engins qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer par leurs propres moyens pour aller sur le théâtre, donc c'était dur. Alors, pour en venir à votre question, effectivement, de 2002 jusqu'à 2010, les éléments étaient sur le terrain. Ils étaient sur le terrain, chacun était encore dans sa position, mais ils n'ont pas eu que ça à faire parce qu'il y a eu après la sécurisation du processus électoral qui a demandé 4000 personnes. En dehors de la sécurisation du processus électoral, il y a eu, lorsque nous sommes entrés dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, le déploiement de nos policiers et gendarmes pour combler le vide au niveau des différentes administrations qui ont été déployées. Donc, nos hommes ont été vraiment soumis à des opérations depuis 2002 sans discontinuer jusqu'à la fin de la crise post-électorale. C'est de ça que je voulais parler. I would like to make an intervention. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Monsieur Magnan, je souhaiterais intervenir. Le Président, nous allons faire la pause. Vous pouvez quitter le prétoire. Nous allons faire la pause d'une demi-heure. Donc, vous pouvez quitter le prétoire maintenant. Et je vais donner la parole au représentant du bureau du procureur. As promised at the beginning of this hearing. Je vais lui donner la parole comme je l'avais promis au début de cette audience. Mr. Prosecutor? Yes. Monsieur le procureur, Monsieur MacDonald, oui, je me suis levé car je souhaitais intervenir au sujet de la façon dont la question a été formulée. Le Président, mais maintenant vous intervenez par rapport à ce que vous vouliez dire au départ, Monsieur MacDonald. Non, je voudrais juste dire quelque chose dans un premier temps très rapidement. Il y a une question qui a été posée au sujet d'un thème. C'est le témoin qui a utilisé le terme instruction dans le contexte de
la formation en matière de droit humanitaire international. Voilà la question. Ça, c'était à partir de la ligne 11 de la même page. Donc, ça a été complètement sorti de son contexte, extrait du contexte. Ensuite, la question a été posée aux témoins et le terme instruction, donc, a été retiré de son contexte. Ça, c'était ce que je voulais dire dans un premier temps. Et deuxièmement, et mon confrère pourra répondre. Vous savez qu'il y a eu le dépôt d'écriture 1041 de la Défense, équipe de la part de la Défense de Monsieur Gbagbo, et en fonction de votre ordonnance, nous savons qu'il s'agit d'une version publique expurgée accessible aux parties. Nous souhaiterions et nous demandons donc à la Chambre nous aimerions que la Chambre puisse superviser les expurgations pour savoir si elles sont toutes nécessaires par rapport aux parties et aux participants. Là, je m'exprime au nom du bureau du procureur, au nom de l'accusation. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'expurgations, donc il y a des versions auxquelles seule la Chambre a accès au sujet de certains éléments, et il semblerait que les expurgations ne sont pas voulues. Donc c'est pour cela que nous aimerions demander à la Chambre de contrôler cela comme elle le fait d'habitude, pour nous donner les informations qui pourraient être mises à notre disposition. Le Président, vous pensez donc qu'il y a trop d'expurgations? Monsieur McDonald, c'est tout à fait exact. Le Président, c'est étrange parce qu'en général, c'est le bureau du procureur qui demande beaucoup plus d'expurgations. Le Président, j'avais très bien compris. Monsieur McDonald, c'est bien cela. Maître Altit? D'instruction au sens français, une instruction militaire, c'est un entraînement, c'est ça. Alors, si le procureur insiste, on reposera la question, mais franchement, le témoin semble avoir compris parfaitement, l'instruction au sens militaire, c'est l'entraînement, c'est quand on explique aux soldats comment on court, comment on utilise des armes, etc. etc. C'est ça l'instruction. Bon, maintenant, s'il y a le moindre doute, on y retourne, ça ne nous pose aucun problème. S'il y a un malentendu linguistique, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, l'accusation voit les choses un peu différemment. Ça ne nous pose aucun problème. Sur le second point, chaque écriture, chaque motion, chaque réponse de chacune des parties et participants dans cette affaire, comme dans toutes les affaires dans le monde entier, sont évidemment ou est évidemment soumises aux juges. Et les juges prennent leurs décisions sur tous les points, y compris quand il y a des demandes d'expurgation et quand il y a des points qui sont rédactés. Alors, un point important, pourquoi est-ce rédacté? Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la défense de Laurent Gbagbo, quand elle dépose des documents, rédacte le moins possible, car nous croyons en la transparence et nous croyons au caractère public du procès. Mais quand il s'agit d'éléments si importants qui touchent à la stratégie de la défense qui va bientôt présenter son cas, alors nécessairement, ça doit être, et encore, c'est le moins possible, mais ça doit être évidemment rédacté. L'accusation, pendant des années, a préparé son cas sans dévoiler quoi que ce soit, et c'est bien normal, Voilà la raison d'être de ces très légères rédactions qui sont évidemment soumises, Madame, Monsieur le Président, à votre contrôle par définition. Le Président, nous jetterons un coup d'œil et prendrons une décision. C'est également l'intervention de la représentation légale des victimes, c'est comme cela que je l'avais interprété. Mais pour abréger, je ne vous ai pas donné la parole. Nous avions déjà vu, c'est ce que je pensais. Faut pas gâter le nom de Africa TV. Faut pas gâter le nom de Africa TV. Faut pas gâter le nom d'Africa TV. Faut pas gâter le nom d'Africa. C'est dans sa mise, son nom est devenu trésor.
Yeah, son nom est devenu. Africa TV, oh, son nom est devenu. Trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu. Trésor. La ville, oh, son nom est devenu. Trésor. La Bayode, oh, son nom est devenu. Trésor. Pays Lago Polin, son nom est devenu. Trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu. Trésor. Faut pas gâter le nom d'Africa TV, oh. Sans trop gâter le nom d'Africa TV. Sans trop gâter le nom de Montoyo Alan. Sans trop gâter le nom de Lago Poulin. Niao, ton nom est devenu. Trésor. Niao, ton nom est devenu. Trésor. Zouglou. Oye seki nana wuli etoto ni miani. Ne bien wa bile kulo kaye babonyo yimu na genyo nyana nana yiwa wa doble. Amalite o wele o avia. Salut les gars, moi c'est Lago Poulin, Africa TV, les téléspectateurs bientôt. Ça va mousser. Les cocos sont pas sérieux. Savez-vous ce que l'on appelle un coco? Les cocos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. C'est là, c'est les cocos. Oh toi, moi c'est Yodé Jean-Martial, lead vocal du groupe Les Cocos. Je dis merci à Africa TV parce que c'est ceux-là aujourd'hui qui sont venus vers nous. Zouglou, Sei, j'ai la maladie, j'ai la maladie. J'ai la maladie, oh, faut pas me toucher. Sako le grand gazon est parti voir sa copine. Jeanne qui a maigri, dit mon doudoué. Ne crains rien, c'est régime. Je suis d'aller Paul Toussaint à l'état civil. Mon surnom c'est Poignon, devenu bientôt US. En Zouglou, tout réussi. Bientôt les deux sur le marché. Ça va mousser. Tous les matins, elle se précipite vers le plateau, lieu de fortune, bien habillé. C'est les mangemelles. C'est les mangemelles. Une fois là-bas, c'est la course au biais des banques qui commence pour elle. Elle sort de bureau en bureau comme des singes tapage dans les Alpes. C'est les mangemelles. J'ai dit, c'est les mangemelles. Je m'appelle Sibéry Kwambilaza, alias Alan Choco, de Doya. Merci Africa TV. Grâce à vous, la musique ivoirienne et toutes les musiques d'Afrique évoluent. Merci. Et Big Top. Gaza. C'est qui ça? Ça veut dire agence. Ça, c'est Africa TV. Venez mirer Africa TV parce que c'est l'Afrique. Et puis, Djabra Pampan, les plus placés de langage, parce qu'ils sont réels. Donc, restez dans la réalité. Africa TV, c'est la réalité. Africa TV, télévision, il y a les émissions vraies, animateurs sont vrais, techniciens sont Gigi. Nous, auditeurs, en réel, on est Gigi. Je connais quoi. Télévision, là, mais fan. Ciao. Ah, mais télévision, ça me plus. Ça est fini. On peut. Africa TV, c'est Wanigam qui est au face d'Ambo. Koro Aboudi Wanigam. Comment on appelle ça? Qui c'est que les un coup pao. Big up. C'est-à-dire, moins de visualisation, c'est-à-dire beaucoup d'images, tout ce qui est bon pour Africa TV. Je suis trop enjaillé et je suis connecté. Hein. Vous pensez que quoi? On a au couille, il va tuer. Tu as bien fait.